La première, 10h, 11h. Ceci n'est pas un selfie. Cédric Gauthier. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine que l'on espère évidemment ensoleillée. Bon retour de vacances pour ceux et celles qui viennent de rentrer, puis bon départ pour ceux et celles qui sont en train justement de s'offrir les plages, ou en tout cas la montagne, le soleil, où que vous soyez, soyez évidemment les bienvenus dans cette émission. Toute ma vie a été marquée par le fait que je suis homo. Ces mots, ce sont ceux de Stéphane Barris, notre invité du jour, quand il évoque son parcours. Son départ de chez lui à Bordeaux pour s'éloigner de sa famille, voyager et petit à petit prendre conscience de la réalité vécue par les homosexuels et l'évolution de leur reconnaissance dans nos pays bien entendu, mais aussi à travers de nombreux pays du monde. Ancien journaliste, Stéphane Barris est aujourd'hui coordinateur de l'association Execo qui milite entre autres pour la défense des droits des personnes LGBTQIA+. On avait parlé avec lui il y a quelques mois de cela, de prévention, mais aussi de questions identitaires et de vulnérabilité de la communauté. On va donc élargir le propos aujourd'hui et tenter ensemble de mieux comprendre ce qui touche aujourd'hui notre invité, son regard sur la société et l'évolution de celle-ci, ses espoirs également pour demain. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi évidemment de vous accueillir dans cette émission. La première. Ceci n'est pas un selfie. C'est vrai que quand on tente de comprendre votre parcours, c'est vous qui l'avez dit, votre vie a été marquée, il y a ce filigrane de l'homosexualité qui est là, vous êtes aujourd'hui évidemment un militant, vous avez vécu toute l'évolution aussi de la reconnaissance depuis quelques années maintenant, ou la non-reconnaissance dans certains pays. On va bien entendu revenir avec vous, entre autres, sur ce parcours, essayer de comprendre un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Le principe, Stéphane, si vous ne connaissez pas cette émission, c'est qu'on commence par la photo toute douce de vous petit bambin, photo de classe ? Photo de classe, je pense, oui, effectivement. Vous avez quoi, 5-6 ans, là, à peu près, petit blond, petit sous pull jaune, pull gris au-dessus. Vous êtes né où et dans quel genre de famille, vous ? Alors, je suis né en 71 à Toulouse, mais très vite, on a bougé vers le bassin d'Arcachon, près de Bordeaux, la côte atlantique. Ouais, une très belle région. Ma mère est ostréicultrice, mon père est militaire de carrière. Et donc, je vis à la campagne, mais proche de la mer, proche de l'océan. Assez étonnamment, quand j'entends ça, je me dis, oui, ça n'a pas dû être très facile, quand tout d'un coup, vous avez compris que vous étiez fondamentalement homosexuel. Oui, mais très vite, en fait, je décide en fait de m'éloigner de ma famille. Je fais un séjour d'un an aux États-Unis. J'étais très capricieux. Je fais tout un cirque pour que ma mère m'envoie aux États-Unis dans un séjour d'échange. Et puis, arrivé mes 18 ans, 19 ans, je pars. Je mets mon pouce sur le bord de la route et je pars à Madrid pour 3 ans. Et on va y revenir dans quelques instants. À l'école, c'était comment ça se passait pour vous ? Très bien, très bien, mais je pense que, comme beaucoup d'homos, beaucoup d'homos excellent en fait parce qu'il y a ce besoin d'être accepté, de pas faire de vagues, d'être le bon garçon qui fait tout pour plaire en fait, je crois. Et puis, il y a ce sentiment d'injustice très vite, cette colère aussi, cette incompréhension, d'être rejeté justement par les gens qui vous aiment. Et il y a ce point d'inflexion très vite dans la vie où on se dit, voilà, ça m'affecte, ça me fait du mal, mais je vais en faire quelque chose de bien, je vais œuvrer pour que ça change. Ouais. Cette colère, elle s'exprimait comment, petit ? Dans la cour. Vous avez des souvenirs ou pas ? Non, j'ai des souvenirs d'adolescents assez classiques, le fait de boire un peu trop de raison pour m'oublier ou pour j'étais amoureux de mon meilleur ami de classe qui n'en avait aucune idée. Je fais une déclaration, il me rejette. Enfin, ça a été. C'est traumatique, oui. C'est des épisodes qui sont pas très heureux et on comprend très vite en fait qu'il faut. Moi, je le comprends très vite qu'il faut que je m'émancipe et pour ça, il faut que je m'éloigne de mon milieu familial et que je m'éduque aussi à travers la culture. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce petit bonhomme quand vous le regardez là droit dans les yeux ? Mais que ça va, tout va bien. Tout va bien, c'était pas prévu comme ça, mais ça s'est bien passé. Allez, si ça s'est bien passé, on va poursuivre évidemment et comprendre votre parcours qui est riche de rebondissements, parcours aujourd'hui de militant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez été journaliste entre autres. On va en reparler dans quelques instants. Stéphane Barris, vous restez avec nous. Lovin' Spoonful sur la première, Summer in the City. Il est 10h07. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. La première. Ceci n'est pas un selfie.
Et c'est Stéphane Baris qui est notre invité aujourd'hui, un coordinateur de l'association Execo, On parlera également de la maison Arc-en-Ciel, la maison médicale. On va évoquer évidemment ces pans actuels de votre personnalité et de votre quotidien. Mais on revient sur le parcours, si vous le voulez bien. Stéphane Baris, vous l'avez raconté, première déclaration à votre meilleur ami qui vous rejette. Ça marque combien de temps, ça ? Peu de temps, en fait. Je pense que quand on est ado, on a beaucoup de ressorts, on a une très très forte envie de vivre, et je pense que on a l'énergie, en fait, de bouger, de s'émanciper, de trouver le moyen, en fait, de vivre. Et donc pour moi, c'était impérieux, en fait, de partir et de trouver ma place. Et ma place, c'était loin de ma famille, parce que je savais que je n'allais pas être accepté. Aussi, j'étais peureux, en fait. J'avais peur d'affronter ma mère, de lui dire que j'étais homo. Et il a fallu que je mette une distance. Ouais. Peur du regard ou peur du rejet, là aussi ? Peur du rejet, en fait. Et effectivement, elle l'a mal vécu. Ça a pris quelques années pour qu'on en parle avec tranquillité. Ouais. Et maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. C'était peut-être une autre époque. On va y revenir aussi sur l'évolution de la reconnaissance, évidemment, de l'homosexualité à travers le temps dans nos pays, entre autres. Vous partez donc en Espagne. Et là, qu'est-ce que vous découvrez en partant en Espagne ? Je découvre une grande ville, moi qui venais de la campagne, le Madrid des années 90. Je découvre la nuit gay, le travail, les amitiés, l'amour également. Je fais mes premiers pas dans une ville qui est vibrante, avec beaucoup d'énergie, une autre culture aussi, une autre langue. Je deviens prof de français pour étrangers. Donc je fais mes premières armes, en fait, sur beaucoup de terrains nouveaux. Est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là que enfin vous êtes à votre place ? Ou enfin vous avez la possibilité d'être à votre place? C'est pas encore le cas, parce que tout ça est bouillonnant, tout ça est plein de vie, plein d'énergie, et ce que je fais, par contre, toujours ce désir de m'émanciper aussi par la culture, de sortir, en fait, de ma classe sociale, je pense. Je vais aux concerts de classiques. C'est peut-être un détail, mais c'était une culture qui n'était pas du tout la mienne. Et je pense que j'ai ce désir, très vite j'exprime ce désir de me dépasser et de m'ouvrir au monde, en fait. Vous ouvrir au monde, entre autres par votre travail, vous travaillez comme journaliste. Est-ce que là éclot finalement cette fibre de militant en vous, ou pas encore ? Non, en fait, je pense, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a ce point d'inflexion, ce moment où on comprend que il faut agir, en fait, pour que cet inconfort, en fait, devienne quelque chose de non seulement de confortable, mais quelque chose qui soit synonyme de puissance et de bonheur. En fait, c'est un peu on va sortir les grands noms, mais c'est un peu Spinoza et le fait que tout ce qui sort de nous et crée de la puissance et crée une incidence sur notre vie, en fait, est source de bonheur. Et pour moi, c'était le militantisme, la militance, ça a été ça. Ça a été la capacité d'agir et donc de me sentir puissant, de me sentir capable d'avoir quelque chose à dire, à faire sur quelque chose qui au départ a été vécu comme une injustice et qui m'avait vraiment troublé. Ouais. On va rappeler quand même l'époque, parce qu'aujourd'hui être militant est peut-être, j'en sais rien, plus facile, en tout cas défendre les droits de la communauté LGBTQIA+, dans nos pays est peut-être plus facile, même s'il y a une évolution, mais à l'époque c'était quand même très compliqué, non ? L'ONU n'avait pas encore reconnu l'homosexualité, on est avant les années 2003, 2013, donc c'est très compliqué. La première fois qu'on mentionne l'homosexualité aux Nations Unies, c'est en 1992. Donc c'est assez tard, finalement. Et l'autre épisode très marquant, c'est 2003, le moment où je commence à bosser pour l'ILGA, la Fédération internationale LGBTQIA+, où le Brésil, deux diplomates du Brésil, dont on dit d'ailleurs qu'ils prennent une initiative complètement sans concertation avec le gouvernement brésilien, décident de mettre sur la table au Conseil des droits de l'homme une résolution qui dit tout simplement c'est pas OK
de tuer des personnes parce qu'elles sont gays ou qu'elles sont trans, qu'elles sont lesbiennes. Et ça, ça fait scandale aux Nations Unies. On a toute une ribambelle de pays qui quittent la salle parce qu'elles refusent absolument de parler de ça. On a aussi très vite en fait des philanthropes, des mécènes, en particulier des États-Unis et des Pays-Bas, qui mettent de l'argent pour organiser une très forte délégation de militants et militantes au Conseil des droits de l'homme. Et on se retrouve, en fait, en 2003, on se retrouve avec une cinquantaine de militants trans, lesbiennes, gays dans la cafétéria du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Et c'est incroyable. En fait. Les diplomates ne comprennent pas de voir tous ces militants-là, parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que ces personnes qui nous soutenaient avaient compris qu'il y avait là un point de bascule où, enfin, on allait pouvoir changer le droit au niveau international. Qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'homme et homosexuel quand on pénètre dans la cafette et qu'on se dit « je suis là, à ce moment-là, je vis l'histoire peut-être ». Mais tout ça est à nouveau, ça déborde d'énergie, ça déborde de vie, et non, il y a d'abord énormément de travail. C'est-à-dire, ce sont des moments où on travaille beaucoup. Parce qu'il y a une très forte responsabilité, en fait. On sait que on est là, qu'on peut jouer un rôle important, et cette responsabilité, elle oblige, en fait. Elle oblige à bosser plus dur, à être efficace. C'était de très beaux moments. Et 10 ans plus tard, effectivement, alors ça peut sembler long, mais finalement, à l'échelle d'un mouvement de droits civiques et sociaux, c'est pas très long, 10 ans. 10 ans plus tard, on réussit à avoir donc un rapporteur spécial au Conseil des droits de l'homme un rapporteur spécial, en fait, c'est la figure officielle des Nations Unies qui va faire le tour du monde et qui va recueillir les plaintes et les situations de violation des droits de l'homme. Et on réussit ça, on réussit à avoir cette figure institutionnelle. Et donc tous les ans, maintenant, désormais, tous les gouvernements du monde doivent s'asseoir et écouter ce monsieur ou cette dame qui va leur dire, mais voilà, ce qui s'est passé dans votre pays, ça ne va pas. Ouais. Ça ne va pas de tuer des personnes sur la base de leur orientation sexuelle, leur identité de genre. On se tourne vers, non pas la photo, mais les photos, des clics que vous nous avez envoyés, une série de photos autour d'une carte un peu particulière. C'est pris dans toute une série de pays, j'ai l'impression, sur toute une série de continents. Elles ont toutes et tous en main une carte colorée qui représente quoi ? Alors c'est la carte, en fait, un beau jour, donc à Bruxelles, au bureau de l'ILGA, je reçois un appel du Monde, le journal quotidien français, qui allait faire un article sur l'homophobie dans le monde, et qui me demande si on a une carte, tout simplement. Et on crée cette carte avec le Monde. Et cette carte, je vais en faire un outil que je vais mettre au service des militantes et militants autour du monde. Je vais la traduire dans toutes les langues, dans une vingtaine de langues, en fait. Et on va l'envoyer à ces associations qui l'avaient voulu. Et ils vont s'en servir pour mener un plaidoyer auprès des quotidiens, auprès des journaux. Et donc elle a fait le tour du monde, en fait. Elle a été au Japon, en Colombie, au Chili, partout. J'ai même reçu un appel de la Maison Blanche, du département d'État, pour l'utiliser, et pour utiliser aussi une autre publication qu'on avait créée alors, qui était le rapport sur l'homophobie d'État. C'est un recueil de toutes les lois qui pénalisent l'homosexualité dans le monde. Et c'était le premier du genre, en fait. Et ce sont ces années aussi, non seulement l'homosexualité fait son entrée aux Nations Unies, mais on travaille sur ce concept d'homophobie d'État à l'ILGA, et on le vulgarise, on le popularise. Qu'est-ce que ça change, cette date de 2013, d'avoir un rapporteur spécial qui est là, qui officiellement pose la question, regarde les États dans les yeux en disant ce que vous faites, ça ne va pas? Ça a un réel impact ou pas? Ça change tout et ça change rien, parce que le monde ne se défait pas aux Nations Unies. On le voit bien sur d'autres terrains. C'est une bataille culturelle, en fait, qu'il faut mener. Contre des puissances qui sont vraiment fortes. Il y a beaucoup d'argent contre les droits reproductifs et des femmes en particulier,
contre le droit à disposer de son propre corps. Et donc très vite, en fait, entre 2003 et 2013, ce qu'on voit émerger aussi, c'est une opposition très forte avec une espèce de backlash où plus nous, en Occident, on pousse pour la reconnaissance de ces droits, plus en fait des pays s'y opposent et publient, font des lois qui sont contraires et qui pénalisent l'homosexualité. Donc c'était dangereux aussi. C'était bien sûr on a fait bouger les choses. Mais je pense je pense vraiment que le militantisme en fait a la capacité de faire bouger les choses au niveau du plaidoyer, au niveau du grand public, au niveau des États, des lois. Mais je pense que la culture pop, en fait, a été notre meilleur allié toutes ces années. On va y revenir, si vous le voulez bien, Stéphane Baris, sur cette culture pop, sur le militantisme d'aujourd'hui, l'évolution aussi de cette carte. Est-ce qu'elle a évolué positivement ou négativement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des risques? Et si oui, quels sont les risques? Stéphane Baris, vous êtes bien entendu militant pour la défense des droits des personnes LGBTQIA+, des personnes vivant aussi avec le VIH. On va parler de votre travail au quotidien au sein de l'association Execo, mais également au sein de la maison Arc-en-Ciel. Pas un selfie. Sur la première. Et notre invité, c'est Stéphane Baris, aujourd'hui militant pour la défense des personnes LGBTQIA+. On a parlé un tout petit peu de votre parcours, on a parlé des débuts de la reconnaissance de l'homosexualité au sein de l'ONU. Vous l'avez dit très rapidement, quand on regarde les diplomates dans les yeux, quand on participe à toute une série de réunions avec des diplomates, on a une scission entre ceux qui écoutent et ceux qui partent, ou ceux qui s'allient contre finalement cette reconnaissance. Je voudrais que l'on parle d'aujourd'hui, parce que l'évolution, elle est énorme, évidemment, dans les textes de loi, entre autres dans nos pays. Est-ce que aujourd'hui, il faut encore et toujours parler aux diplomates, il faut encore et toujours parler aux hommes et femmes politiques, il faut encore et toujours défendre les droits de la communauté? Oui, bien évidemment. C'est une bataille culturelle qui n'est pas achevée en fait. Et on le voit encore. Il y a énormément d'opposition et d'instrumentalisation en fait de la question homosexuelle par les politiques. On le voit aux États-Unis où l'identité de genre fait toujours question dans les campagnes électorales. En fait, parce que je pense, il y a une volonté vraiment rétrograde et réactionnaire de ne pas donner plus de libertés individuelles aux personnes, de toujours contrôler en fait les personnes. Mais je pense que l'instrumentalisation, elle a un autre motif. Je pense qu'on distrait les gens des véritables sujets qui sont en fait les sujets d'organisation de la société, de redistribution des richesses, de comment on vit ensemble. Et c'est beaucoup plus simple toujours de pointer le différent, pointer la personne qu'on va accuser d'avoir des privilèges par rapport à soi, hein, de bénéficier d'un traitement de faveur, qu'il soit parce qu'il est immigré, qu'il arrive et qu'il a besoin de plus d'aide que vous, parce que il est homo, il a un parcours plus difficile. C'est tellement plus facile de pointer ces personnes-là, de l'instrumentaliser, que de tenir un discours progressiste et de dire oui, on est une société égalitaire et on va effectivement faire en sorte que toutes les minorités dans nos sociétés vivent mieux. Ouais. Parce qu'une société où chaque minorité vit bien, c'est une société qui est meilleure pour tous, en fait. Stéphane Baris, c'est ce que la carte que vous aviez mise en place il y a quelques années, carte avec les pays où l'homophobie était présente et d'autres pays où l'homosexualité était acceptée. Est-ce qu'elle a évolué, cette carte, positivement ou pas ? Elle a évolué positivement. Je crois qu'on était à 70 pays qui pénalisaient l'homosexualité. Je pense qu'on est descendu à 50 ou 60. Je sais que j'ai plus les dates, les données. Je suis pas ça aussi attentivement qu'avant. Il y a eu un backlash. Dès qu'on a parlé d'homosexualité sur le plan international, donc on a vu une scission justement entre les pays les plus conservateurs et les pays les plus progressistes sur ces sujets. Donc on a vu l'émergence de nouvelles lois, en Ouganda en particulier, qui ont pénalisé l'homosexualité. On a fait la chasse aux sorcières, la chasse aux pédés, hein, très fortement dans ces pays. Tout ça avec de l'argent qui venait d'une alliance conservatrice
très curieuse. En fait, on pourrait penser que c'est justement les pays musulmans, mais c'est pas seulement. C'était aussi le Vatican qui était contraire au départ. C'était la Russie. Ce sont également les mouvements très rétrogrades, très conservateurs des États-Unis qui mettent beaucoup d'argent contre les droits des femmes et les droits des minorités sexuelles. Aujourd'hui, vous avez l'impression, en Belgique, on va parler de la Belgique si vous le voulez bien, que cette loi qui est passée il y a quelques années maintenant, ou l'évolution des lois passées il y a quelques années, vous permet de vivre librement et sans difficulté, ou est-ce que vous ressentez, ou est-ce que la communauté, de manière plus générale, les témoignages de ceux et celles qui viennent vous retrouver, disent il y a quelque chose qui se passe pour l'instant? En fait, très vite, quand on a fait cette carte sur les droits des personnes homosexuelles dans le monde, on s'est trouvé face à une contradiction. C'est que les cartes pouvaient être de la bonne couleur, les pays pouvaient être verts, mais en fait, le sentiment d'homophobie, la perception, le contexte social dans lequel évoluaient les personnes homo dans ces pays n'était pas du tout en rapport avec les lois. C'est-à-dire que on peut changer les lois, c'est un premier sujet important, parce que ce qui est important, c'est les droits, et les droits, on les saucissonne pas. L'égalité, c'est pas quelque chose qu'on saucissonne. Mm-hmm. On est égaux ou pas égaux. Mais très vite, on se rend compte que ce qu'il faut gagner, c'est la bataille des cœurs, en fait, la bataille culturelle. Et ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et donc, ici à Bruxelles, comme ailleurs, en fait, on reste très conscient quand on est homo dans la rue que c'est compliqué d'avoir des gestes de tendresse, des gestes d'affection envers son partenaire ou sa partenaire. Il y a des regards, on sait aussi qu'il y a finalement, on vit dans une bulle qui est limitée à un certain quartier et que la main qu'on donne à son partenaire dans la rue, on doit la laisser tomber quand on s'éloigne un peu du centre. Qu'est-ce qui fait que ça va évoluer selon vous ? Il va falloir insister, il faut occuper l'espace public. Il faut non seulement... J'ai trouvé très intéressante la campagne de la Pride d'Anvers il y a quelques années qui disait pour une semaine ou deux, on va occuper l'espace public, on va avoir des gestes de tendresse les uns envers les autres dans la rue pour que les gens s'habituent. Et pas seulement les gens qui nous regardent, mais nous-mêmes que nous nous habituions à le faire et qu'on se rende compte que peut-être c'est pas si compliqué que de le faire et que les regards vont pas insister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens s'habituent à vous voir être naturel dans la rue, avoir des gestes d'affection envers votre partenaire comme un couple hétérosexuel pourrait l'avoir, les gens vont se lasser très vite. Et les regards comme ça vont tomber. On a même, curieusement, on croise des gens qui, on pourrait les voir, d'abord on les voit surpris, ensuite on les voit un peu sérieux parce qu'ils savent pas comment réagir, et ensuite on les voit sourire. Donc la bataille, elle est des deux côtés. Elle est de la communauté homo qui doit être plus à l'aise avec ça et considérer que c'est un droit. Est-ce que c'est pas une erreur d'appeler communauté homo ? Parce que ça fait communauté contre autre communauté, non ? Oui, bon, c'est un terme difficile, communauté. Ouais. Je dirais que c'est un ensemble très composite en fait de personnes, mais le dénominateur commun, je pense, c'est l'expérience de la discrimination et du rejet. Et ça marque, c'est un marqueur dans plein de rapports qu'on a à la société. C'est un rapport par rapport avec le médical. Ça, J'allais y revenir justement parce qu'il y a le regard évidemment de la société, il y a le regard aussi parfois de professionnels, d'où le fait que vous avez voulu mettre l'accent aussi sur cette maison arc-en-ciel de la santé. On va peut-être rappeler en 2 mots ce qu'est cette maison et pourquoi elle est à ce point importante. Elle est importante parce que quand on est homo, quand on est lesbienne, il y a ce moment où on doit ou pas faire un coming out médical. On doit dire à son médecin, je suis homo, donc j'ai voilà mon mode de vie. Et ça a forcément une conséquence sur nos santé. En fait, les populations homosexuelles sont de manière générale en moins bonne santé. C'est ce que nous disent les études. Et elles sont aussi en déni de mauvaise santé. C'est-à-dire qu'il y a dans le parcours homo, il y a une telle volonté d'être libre, une telle volonté d'être soi-même,
que dire à un homo, voilà, ton mode de vie c'est très bien, mais ce mode de vie implique aussi des conséquences sur ta santé. C'est très mal vécu de manière générale. C'est comme lui dire ce que tu fais n'est pas bien, alors que justement quand on est homo, tout ce qu'on revendique c'est d'être soi-même sans aucune excuse, sans avoir besoin de le défendre, quoi. Et pourtant c'est une réalité. On est en plus mauvaise santé sous bien des aspects. Et le rapport au médical est difficile pour beaucoup de personnes. Et il s'agit non pas de créer un espace qui soit exclusif pour les personnes homo, parce que ça sera une maison médicale qui sera ouverte à tous, mais ça sera une maison médicale où les personnes LGBTQIA+, n'auront pas besoin de faire un coming out médical, n'auront pas besoin de dire qu'elles sont homo. Ça voudra dire que le personnel, la question est peut-être un peu bateau, mais je la pose quand même, sera formé à ça, formé aux questions médicales qui touchent plus particulièrement la communauté, formé aux mots à utiliser et pas à utiliser, formé à l'accueil à amener et pas amener. Oui, il y a ça bien sûr, et c'est un travail qu'on fait avec les associations genre pluriel telles quelles, ou OIS, où on forme déjà des médecins à mieux accueillir les personnes LGBTQIA+. Mais surtout, ce qui est très différent, c'est la qualité de l'écoute, en fait. On le voit, nous, quand on fait du dépistage à Execo, on fait du dépistage VIH toutes les semaines. On dépiste à peu près 500 à 600 personnes par an. On le voit, en fait, le dépistage, en fait, est un résultat immédiat. C'est quelque chose qui peut durer 5 minutes et on peut avoir un résultat très, très rapidement. Mais les consultations durent une demi-heure, 3/4 d'heure. Pourquoi ? Parce que on va toucher tout un tas de sujets, on va ouvrir tout un tas de sujets, et les gens en fait ressortent de là, et c'est toujours une surprise pour moi, avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance, parce qu'on a simplement écouté, on leur a simplement permis un espace de parole et d'écoute non jugeante et bienveillante. Et c'est justement cette expérience-là qui nous motive à créer cette maison médicale. Parce qu'elle est la preuve que c'est un public qui a besoin d'une écoute et d'une approche différente. Stéphane Baris, vous le disiez tout à l'heure, dans votre cursus, dans votre parcours, à l'école c'était pas simple. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des témoignages de petits garçons ou de petites filles qui vous disent c'est toujours très compliqué à l'école, ou bien est-ce que là aussi vous entendez de plus en plus de petits garçons, de petites filles qui vous disent j'ai pu le faire et ça s'est bien passé à l'école? Alors pendant 10 ans j'ai été docteur gay pour l'aide suisse contre le sida, c'est-à-dire je répondais anonymement à des questions sur Internet, et il y avait beaucoup de questions sur le coming out. Et les choses qui m'ont le plus touché de cette expérience, en fait, c'est de recevoir des messages de remerciements quelques années après, de personnes qui me disaient que ce message tout simple où je disais c'est ok d'être gay, ça va bien se passer, tu vas faire ton chemin. Ça avait été important pour eux. Et donc, je pense que les populations changent et la culture change dans les générations. Il y a cette vague queer très forte qui, au départ, moi, qui ai 53 ans, je considérais un peu avec distance. Et en fait, non, c'est une vague de fond. C'est un changement culturel très fort, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont vivre ici de manière différente leur sexualité et leur rapport à l'homosexualité et aussi à la fluidité, en fait. J'allais y revenir et on y reviendra dans la partie suivante de cette rencontre. Stéphane Baris. Petite question, elle est peut-être trop intime, vous levez la main si c'est le cas. Vous avez dit tout à l'heure votre maman, petit, n'avait pas accepté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle a accepté, quelques années plus tard? Je pense que c'est la force de mon engagement et sans doute le fait que je lui manquais, parce qu'en fait elle m'a demandé de m'éloigner, elle m'a demandé de partir, et c'est ce que j'ai fait en fait en bon fils. J'ai obéi à ma mère et j'ai commencé un périple qui m'a amené à Madrid, à Berlin, à Lugano, puis finalement à Bruxelles, et je pense qu'elle a souffert de cette absence. Donc c'est marrant parce qu'en fait il y a eu un épisode assez curieux, où en fait j'allais passer sur France 2 une émission de grande écoute en tant que militant LGBTQIA+,
et où j'allais parler justement du lobby gay. C'était le thème de l'émission. Et je l'appelle avant, j'appelle ma mère avant pour lui dire je vais passer à la télé nationale et je veux que tu le saches avant, quoi, parce qu'il y aura des questions, sans doute les gens vont réagir. Et en fait, c'était génial parce que ça a marqué une dizaine d'années où on avait été assez distants et elle était tout simplement fière. Allez, on parle d'espoir, si vous le voulez bien. Stéphane Baris, dans quelques instants. La première, 10h, 11h, ceci n'est pas un selfie. Cédric Gauthier. Avec aujourd'hui notre invité Stéphane Baris, on parlait de l'évolution de la société il y a quelques instants. On va continuer à parler d'avenir, peut-être avec vos espoirs pour la société à venir. Je voudrais revenir sur ce terme de fluidité que vous avez utilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes adolescents qui se foutent complètement finalement de ces questions de genre et qui se disent « moi je suis libre ». Je fais ce que je veux. C'est ce qu'on appelle la fluidité, se dire je peux tomber amoureux d'une fille, je peux tomber amoureux d'un garçon, je peux tomber amoureux de quelqu'un qui ne se définit pas par son genre. C'est ma vie et je le vis bien. Je pense qu'il y a de ça. Je ne sais pas si la fluidité va jusque-là pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il y a la nécessité de fixer une orientation sexuelle, une identité de genre. C'est un besoin très fort. Pourquoi ? Chez tout un chacun. Parce que ça définit une personne, ça définit un objet amoureux aussi. De qui je vais tomber amoureux. Enfin, le désir, c'est quand même un espace de liberté exceptionnel. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Et on est tous engagés dans un parcours de vie où notre désir, en fait, on va le vivre, il va fluctuer, tout autour de nous, on connaît tous des personnes qui changent de vie parce qu'à un moment donné, il y a une rencontre avec quelqu'un, elles sont engagées dans une relation, et puis finalement, il y a une espèce de bifurcation et elles font autre chose. Il y a ça, mais ce que je pense que ce qui est important chez les jeunes aujourd'hui, c'est la déconstruction en fait de ces symboles en fait, ou masculins ou féminins. Et elle est plus là, la fluidité. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus de jeux autour de ce qu'est être un homme, de ce qu'on doit faire pour être un homme, ce qu'on doit porter, Moi, je sais que quand j'étais ado, j'ai dû me corriger, parce que déjà assez jeune, on m'insultait parce que j'étais homo, parce qu'on sans doute les jeunes autour de moi, les copains sentaient que j'étais différent. Il y avait donc des mots assez durs. Et je me souviens d'un moment où je me suis corrigé, en fait. J'ai corrigé la manière de me tenir, même des gadgets que je portais, les modes, enfin, des trucs idiots, mais il y a cette conscience, en fait, très forte de la façon dont on doit se comporter. Et puis, à un moment donné, ce moment où on se regarde dans le miroir, on dit, ben voilà, je suis homo, c'est comme ça, et on va l'assumer, on va construire sur ça. Elle est là, la décision. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes se jouent beaucoup plus de ces... ils sont aidés par la culture pop également, hein. Et nous-mêmes, on a baigné dans une culture pop qui a beaucoup joué avec l'androgynie. Enfin, tout Madonna, tout Lady Gaga, etc. Ce sont de Cure à l'époque aussi. C'était des figures pop qui ont beaucoup influencé les jeunes et qui continuent en fait à influencer les jeunes. Vous parlez de la culture pop, Stéphane Baris. Quand on allume sa télévision, quand on regarde la pub, on peut pas dire que ces questions soient représentées. L'archétype de la masculinité ou de la féminité, il est toujours bel et bien présent. J'étais frappé hier, j'étais au cinéma de voir une marque de café d'un papa seul avec sa fille qui présente sa copine. C'est rare quand même, ces exemples sont rares, non ? Encore aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut, de manière générale, pouvoir se dire que l'image de l'homme et l'image de la femme vont évoluer quand on est encore à ce point entouré par ces clichés ? Je pense que ça pousse... ça pousse tout seul. Il y a une espèce d'énergie qui fait que malgré les clichés, il y a un désir de vie, un désir de liberté qui
est très fort. Et puis aussi, il y a une industrie, hollywoodienne très forte qui pousse, qui pour l'instant est très progressiste, et qui a toujours été très progressiste, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup d'homosexuels, et il y a beaucoup de liberté dans ce milieu. Et donc, je pense que tout ce qui est produit, il y a de nombreuses productions qui interrogent tout ça. Et donc, les jeunes voient des séries qui interrogent tous ces clichés. On parle beaucoup plus de sexualité. Je me souviens que les productions américaines étaient très puribondes, très puritaines. Elles le sont encore, de manière générale, mais il y a quand même des séries qui questionnent tout ça. Ou des films, rappelez-vous, comment s'appelait ce film de cow-boy homosexuel il y a quelques années. Brokeback Mountain. À quel point on a parlé finalement de cette relation homosexuelle entre deux cow-boys. Oui, et on a de plus en plus d'exemples de séries sur Netflix qui en parlent. C'est de plus en plus courant. Aussi sur les personnes racisées, les personnes de couleur, on a de plus en plus de séries qui s'intéressent comme ça à chacune des communautés. C'est vraiment intéressant. Alors nous, très concrètement, dans le cadre de cette émission, quand on évoque l'homosexualité, on a quelques réactions homophobes. On a de la chance, je pense, avec le public de Tendance Première. Quand on évoque aussi les questions de trans, quand on invite un homme ou une femme trans, on a peu de réactions dans la communauté de Tendance Première. Dès que ces mêmes témoignages passent un niveau au-dessus, sur par exemple l'Instagram de la Première, on a une déferlante de haine par rapport à ces questions. Je voudrais savoir comment aujourd'hui, pour vous, on peut parler à ceux et celles qui se radicalisent dans leurs propos, qui disent ce sont des malades mentaux, etc., etc. Est-ce qu'il y a moyen de parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lieu ou une manière de se parler et simplement de s'écouter et de se comprendre, ou bien vous n'y croyez plus? Si, j'y crois. Je pense que, comme je le disais, c'est une bataille culturelle, et c'est des batailles qui demandent un effort constant. Il y a eu un épisode intéressant aussi dans ma vie qui était... J'ai fait des ateliers de sensibilisation contre l'homophobie à l'école. Et en fait, j'étais le premier homo que ces jeunes voyaient. Et c'est toujours surprenant, en fait, de voir comment les jeunes respectent ça, en fait. Respectent le fait d'être soi-même et de s'afficher tel qu'on est. Donc la première, ça a été une surprise aussi, en fait, de voir que le simple fait d'être soi-même et de se montrer au monde, de se révéler au monde tel qu'on est, ça force le respect. Donc je dirais, je sais pas quelle est la différence entre Tendance Première et le canal Instagram. Moi, la première différence à laquelle je pense, c'est l'anonymat. C'est-à-dire sur Internet, c'est beaucoup plus facile d'avoir des propos de haine quand on n'a pas à les assumer avec son visage, quoi. Je pense que c'est ça. Donc plus on va occuper l'espace public, c'est pour ça que la Pride aussi est très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions dans la communauté associative homo, LGBTQIA+, où on se dit la Pride est trop commerciale, ou n'est plus assez une Pride de protestation, une manifestation politique. Mais pour moi, le simple fait d'occuper la ville avec 200 000 personnes chaque année, c'est un immense geste politique qui dit à la société entière on est là, on va rester, on vit ensemble, quoi. Ouais. Et je pense ce qui serait important, c'est justement de passer à une logique d'événements comme ça annuels, à quelque chose qui soit beaucoup plus quotidien, beaucoup plus simple. Mais je crois qu'on est engagé dans ce passage. Après, la montée de l'extrême droite et des mouvements conservateurs et réactionnaires qui instrumentalisent justement nos causes, c'est bien sûr un motif d'inquiétude. Parce que plus on a de personnages publics, de personnalités publiques qui font des déclarations homophobes ou de rejet envers l'autre, qu'il soit immigré, qu'il soit homo... Et plus, en fait, ça permet à des personnes, justement, qui sont frustrées ou qui sont mal à l'aise, qui sont inconfortables dans leur vie, plus ça leur donne une légitimité et ils ont plus d'aplomb, en fait, pour elles aussi être ouvertement homophobes ou racistes.
Et donc l'enjeu, il est là, c'est d'avoir un autre courant politique qui affirme que non, qu'on doit, enfin, de toute façon, on doit vivre ensemble, on ne va pas disparaître. Est-ce que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, vue par 1,5 milliard de personnes, était un message politique selon vous? Est-ce que ça a servi la cause de pouvoir se dire, tiens, dans la représentation devant 1,5 milliard de personnes, on a vu des hommes s'embrasser, on a vu des troupes, on a vu des personnes transgenres, etc. Est-ce que, quelque part, c'est un pas important, cette cérémonie, pour vous? Ça m'a complètement bluffé. C'était vraiment très, très politique. On est passé, on a eu la Révolution française avec Ça ira, ce groupe de hard rock, et la représentation encore en 2024 de la fin de la monarchie, la décapitation de Marie-Antoinette. C'est exceptionnel de voir ça. C'est un message qui est presque inentendable pour de nombreux pays. Et ensuite, justement, la liberté amoureuse, le libertinage, avec tout, qui n'était pas comme ça posé comme un fait singulier, isolé. Non, on était dans une bibliothèque avec tous les grands titres du romantisme français, du libertinage également. Et puis ensuite Dionysos, c'était pas du tout la scène en fait. C'était pas du tout une représentation de la scène religieuse chrétienne, mais c'était Dionysos et la fête des dieux de l'Olympe. Tout ça, c'était très très fort. Malheureusement, c'était pas traduit et c'était pas, je pense, compréhensible par beaucoup de personnes. En fait, moi, j'invite tout le monde à aller voir la vidéo de Tout nu ou de Nu de Philippe Catherine, parce que c'est absolument génial. Stéphane Baris, on va un peu se déconnecter dans quelques instants, puisqu'on a parlé très sérieusement jusque-là. On va se faire du bien. Ceci n'est pas un selfie sur la première. Et on part au Brésil avec vous, Stéphane Baris, avec cette musique de Déconnexion. Hémicidal, je ne connaissais pas. Et ce titre ? Quand on a un ami, on a tout. Ah, pourquoi ce titre ? Pourquoi vous avez choisi particulièrement ce titre ? Parce que ce travail de militance LGBTQIA+, avec la Fédération mondiale ILGA, ça m'a permis de découvrir le monde. Et au Conseil des droits humains, je me suis fait des amis dans ce travail de militance, ce travail de plaidoyer, en particulier un ami qui s'appelle Beto de Jesus, qui est de Sao Paulo, qui est un des co-créateurs de la plus grande Pride du monde, celle de Sao Paulo. Et donc j'ai découvert le Brésil et j'ai aimé le Brésil. Et donc il y a quelque chose de très doux au Brésil, c'est un pays violent, on le sait, c'est un pays difficile, mais il y a une cordialité qui est toute spéciale, une façon d'être ensemble qui m'a enchanté. La photo que vous nous avez envoyée, photo de déconnexion, elle a été prise sur le chemin de Saint-Jacques. On est au sommet d'une colline, ciel d'orage, en tout cas de pluie, on a une vache à l'avant-plan. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la marche ? La liberté, en fait. C'est extraordinaire, ce sentiment de liberté quand on marche, en fait, où on est très occupé, en fait. Il y a une espèce de bruit constamment, de petites pensées, de réflexions qu'on se fait tous les jours. En fait, on se parle, je pense, tous à nous-mêmes tout le temps. Et quand on marche, cette petite musique, ce bruit, au bout de quelques jours, il disparaît. Et on commence à regarder avec beaucoup d'intérêt les choses qui sont là, immédiatement disponibles devant soi. Donc on s'émerveille devant une fleur, on chante, on profite vraiment de l'instant. Et c'est ce sentiment très léger, qui apparemment est très commun, surtout la première semaine, les 10 premiers jours où on marche, on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les gens racontent ça, qu'on a ce sentiment d'ébriété en fait,
Et moi, et qu'après, à ce sentiment d'ébriété, de légèreté, vient un petit peu un sentiment de fatigue. Après une dizaine de jours, le corps commence à changer, à fatiguer, à s'épuiser. Mais moi, j'ai eu la chance de faire chaque fois seulement 7 jours de marche. Et donc, je suis toujours resté dans ce moment très confortable de légèreté. Et j'aime beaucoup marcher, oui. Ouais. Et vous parvenez donc à bien vous vider la tête, ce qui est rare, j'ai l'impression. Oui. Je suis très occupé, un garçon assez sérieux. Oui. Merci beaucoup Stéphane Baris, merci d'être passé dans notre studio aujourd'hui. Pour ceci n'est pas un selfie, vous le savez, la porte elle est grande ouverte évidemment pour tout votre travail et ceux évidemment de vos collègues. Nous on se retrouve évidemment demain avec un autre invité ou une autre invitée, ce sera à découvrir. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil évidemment, puis je vous fixe rendez-vous demain.